Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous assister encore durant cette séance. Alors nous allons faire la correction comme je vous ai promis la dernière fois, la correction de la série d'exercices que je vous ai envoyé sur le groupe Facebook ainsi que sur le site officiel de l'école. Très bien, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre série d'exercices et nous allons commencer par le premier exercice. Très bien, c'est une série qui vous permettra un peu de faire une révision et une ouverture générale sur l'ensemble du programme, intégrant les chapitres les plus importants durant cette année parce qu'ils vont, tiens-moi pourquoi, pour la simple et unique raison, c'est une ouverture même sur le programme de l'année prochaine. Comme je vous ai dit, il y a une forte dépendance entre le programme de la première et le programme de la deuxième année baccalauréat. Très bien. Donc avant de commencer, je vais vous donner 5 minutes pour se préparer. Vous devez chercher votre calculatrice, ainsi que feuille de brouillon et votre stylo pour qu'on puisse démarrer notre séance. Je suis très heureux de vous assister. C'est le professeur Amin Salah, professeur d'économie générale, organisation des entreprises et les statistiques. Alors je vous attends et bienvenue encore une deuxième fois. Donc je vous montre la série d'exercices que je vous ai envoyé sur le site et sur le profil sur Facebook, plutôt sur le groupe, c'est la série. Donc nous allons travailler cette série. Alors elle est disponible sur le groupe, vous pouvez la télécharger. Très bien. Donc j'attends que les autres arrivent et on commence. Donc, on commence notre série d'exercices. Très bien, on va commencer par la lecture du document 1. On va essayer de lire le document 1, on va l'expliquer et par la suite, on passe à la réponse au niveau des différentes questions qui sont relatives à ce document. Très bien. Alors, le document 1, il fait référence aux problèmes et champs d'application de la science économique. Alors, quand même, avant de commencer, je veux faire un petit rappel du champ d'application de la science économique ainsi que la définition de la science économique. Alors, si vous vous rappelez de la définition de la science économique, nous avons bien dit que c'est une science qui est humaine et sociale. Pourquoi? Parce que l'objet étudié en tant que tel, c'est l'être humain. Alors, puisque nous sommes en train d'étudier l'être humain dans son comportement vis-à-vis à la satisfaction des besoins, nous sommes en train de parler de la science économique. Parce que la science économique, c'est une science qui est humaine et sociale. Alors, elle s'intéresse à la satisfaction des besoins. Pourquoi à la satisfaction des besoins? C'est pas pour la simple et unique raison, parce qu'au niveau de la science économique, nous avons vraiment, plutôt au niveau général plutôt, nous avons un problème de la disponibilité des ressources. Parce que les ressources sont limitées, les besoins sont illimités, il doit y avoir quand même une équation qui va nous permettre de savoir comment on peut satisfaire le maximum des besoins avec le minimum de ressources qui sont disponibles. Alors, l'exemple bel et bien que nous vivons aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, les êtres humains cherchent à satisfaire leurs besoins en tenant compte des ressources qui sont disponibles actuellement. Pourquoi? Parce que pour la simple et unique raison, les besoins évoluent plus vite que les ressources qui sont disponibles. Très bien, c'est pour cela qu'on dit que la science économique, c'est une science qui est humaine et sociale. Elle s'intéresse plus à la satisfaction des besoins. Donc, mais dans l'histoire, il y a eu l'intervention de plusieurs économistes. C'est pour cela que nous avons plusieurs définitions qui se complètent. Alors l'une complète l'autre. C'est pour cela que je vous ai donné au niveau du programme et au niveau du cours, je vous ai dit qu'il y a plusieurs façons pour définir la science économique et on les a intégrées comme suit. Nous avons dit que c'est une science qui est humaine et sociale et s'intéresse à la satisfaction des besoins ainsi qu'elle traite les relations entre homme et homme nature en matière de satisfaction des besoins. Et nous avons bel et bien dit encore qu'il s'intéresse aux faits microéconomiques et aux faits macroéconomiques. Alors les faits microéconomiques et les faits macroéconomiques, ça ne reste que la définition qui a été apportée par qui? Par les libéraux, c'est-à-dire tout ce qui concerne le courant classique et néoclassique. Tout ce que je suis en train de dire maintenant,
On l'a déjà vu en classe et on l'a expliqué, on l'a décortiqué bien comme il faut. Maintenant, puisqu'on a fait cette petite révision qui est relative au champ d'application et à la définition de la science économique, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de lire le document et répondre aux questions. Alors, je vous accorde le temps nécessaire pour pouvoir lire et on passe à la correction. Très bien. Alors, j'essaie de faire un peu vite parce que je sais que la majorité parmi vous ne sont pas disponibles maintenant sur le live. C'est pour cela que lorsque vous allez revoir la vidéo chez vous, elle va être disponible sur le site internet de l'école. Vous pouvez prendre votre temps et lire l'exercice et pouvoir faire la correction par la suite. Alors, je vais lire le document. Alors, au Maroc, comme dans chaque autre pays du monde, les acteurs économiques disposent des fonctions différentes qui conduisent à la satisfaction des besoins. Très bien. Alors, la science économique traite avec beaucoup de précision les différentes fonctions relatives à chaque agent économique afin de trouver le moyen efficace permettant de rationaliser l'exploitation des ressources. Alors, je vais m'arrêter plutôt au niveau du premier paragraphe. Alors, au Maroc, comme chaque autre pays du monde, c'est-à-dire que ça va être semblable, les acteurs économiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un acteur économique? Alors, l'acteur économique, si vous vous rappelez, nous avons traité les agents économiques à travers leur secteur institutionnel. Et nous avons dit que chaque environnement économique intègre des acteurs. Les acteurs, c'est moi, c'est vous, c'est les entreprises, c'est les institutions, c'est-à-dire c'est les agents économiques. Et chaque agent économique dispose sa principale fonction. Alors pour les individus, on les appelle des ménages. Moi, on m'appelle comme étant un ménage. C'est quoi le rôle d'un ménage? C'est la consommation de biens et de services. En revanche, les entreprises, on les appelle tout simplement des sociétés. Ils peuvent être financières ou bien non financières. Alors, vous avez remarqué que les acteurs économiques, c'est tout agent économique disposant d'une certaine fonction principale et il participe à sa façon au sein de l'activité économique en effectuant quelques opérations. Alors, si on souhaite définir acteurs économiques, plutôt c'est tout simplement c'est les agents économiques qui disposent d'une fonction principale au sein de l'activité économique. Exemple, ménage, société financière, société non financière, les ISBL, c'est les institutions sans but lucratif, etc. Les administrations publiques, etc. Très bien, on continue la lecture de notre document. Alors, à titre, plutôt, nous avons le deuxième paragraphe, la science économique traite avec beaucoup de précision les différentes fonctions relatives à chaque agent. Et nous avons bien dit que la fonction, c'est tout simplement ce que chaque agent économique exerce au sein de l'activité économique. C'est ce qu'on appelle une fonction. Pour quelle raison j'exerce mon fonctionnement comme étant un ménage? Afin de trouver le moyen, parce que quand on parle des moyens, c'est les ressources. Les ressources, c'est-à-dire que tout ce dont on aura besoin afin de satisfaire nos besoins. Alors, parmi les ressources, nous avons tout simplement les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources immatérielles, les ressources humaines. Toute ressource est utilisée pour satisfaire les besoins. Alors pour une entreprise, pour satisfaire le besoin de la production, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aménager des ressources, c'est-à-dire qu'elle va utiliser des ressources humaines, elle va utiliser des ressources financières, des ressources matérielles, etc. Alors pourquoi on utilise les ressources? C'est pour satisfaire nos besoins. Alors chaque agent économique dispose ses besoins et il cherche à les satisfaire. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment pouvoir les satisfaire en utilisant les ressources qui sont disponibles. Parce que j'ai bien expliqué que les ressources sont illimitées, par contre, les ressources sont limitées, par contre, les besoins sont illimités. C'est pour cela qu'on doit chercher comment à satisfaire l'ensemble de nos besoins. Alors, troisième paragraphe. À titre d'exemple, on va donner ici l'exemple de Yassine, est un jeune lycéen souhaite se procurer une nouvelle console de jeux vidéo. Il demande à son père de lui donner une somme de 4500 dirhams afin de réaliser cet acte d'achat. Très bien. Alors Yassine dispose d'un besoin. Le besoin de Yassine ici, c'est d'acheter, c'est de pouvoir jouer à des consoles vidéo. Alors pour pouvoir réaliser cet acte d'achat, il va demander de l'argent auprès de son père. Alors le besoin ici est clair, c'est qu'il veut jouer. Alors comment il va satisfaire
ce besoin, c'est qu'il va demander une somme d'argent auprès de son papa. Par contre, regardez ici, Yassine n'est pas le seul qui effectue cette opération d'achat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Yassine ici au Maroc qui va effectuer un acte d'achat. C'est tout agent économique ayant un besoin à satisfaire, il va réaliser cet acte d'achat. Mais c'est le rôle principal de tous les ménages opérant sur le territoire national. D'ailleurs, il s'agit d'une consommation finale nationale. Très bien. Quand on parle d'une consommation individuelle, ici, par exemple, c'est une consommation qui est analysée sur le plan microéconomique. La microéconomie traite le comportement individuel. Par contre, quand on parle de la consommation nationale, on parle d'un point de vue qui est macroéconomique, c'est-à-dire une analyse qui est globale de l'économie. Alors ici, le document est clair. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de répondre aux questions. Je vous invite à lire des questions et je reviens vers vous. Merci. Donc, si vous avez pris le temps pour lire les questions, moi aussi je vais lire les questions avec vous et on va essayer de répondre ensemble. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Je vous invite à retrouver cette vidéo au niveau du site officiel de l'école. Vous pouvez la télécharger à n'importe quel moment. Très bien. Alors, on va définir, regardez ici, définir les termes en gras. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme terme en gras? Oui, nous avons les acteurs économiques et nous avons la science économique. Alors, les acteurs économiques, j'ai donné la définition tout à l'heure en termes d'explication. Alors, les acteurs économiques, c'est tout simplement l'ensemble des agents économiques qui disposent d'une fonction principale au sein de l'activité économique. Exemple, ménage, administration publique, ISBL, reste du monde, etc. D'accord? Le deuxième élément à définir ici, c'est la science économique. Alors, pour définir la science économique, je vous ai dit que nous avons plusieurs définitions. Vous pouvez définir la science économique à travers les éléments qui constituent cette science. C'est-à-dire qu'elle traite les relations entre homme et homme-nature. Elle traite encore l'effet microéconomique, macroéconomique. C'est une science qui est humaine et sociale, etc. C'est les éléments qui permettent de définir la science économique. Et la chose la plus importante ici qu'il faut rappeler, c'est que c'est la science qui permet d'aménager la rareté. Et l'aménagement de la rareté, c'est ce que nous avons en termes d'explication de la phrase qu'on nous a demandé d'expliquer. Alors, je vais lire la deuxième question. Alors, la deuxième question, expliquer le passage souligné. On va lire le passage souligné. Alors, afin de trouver le moyen efficace permettant de rationaliser l'exploitation des ressources. Et quand on parle de la rationalité économique, d'ailleurs au niveau des études supérieures, vous allez voir que le courant néoclassique, il a axé ses analyses sur la rationalité. La rationalité, c'est-à-dire, c'est l'aménagement de la rareté. C'est homo economicus, c'est-à-dire comment satisfaire le maximum des besoins en tenant compte des ressources disponibles, et ils considèrent pour eux que l'être humain est rationnel par nature. C'est-à-dire que chacun de nous, il sait très bien ce qu'il va faire pour satisfaire le maximum de ses besoins. Alors ici, pour expliquer la phrase, tout ce qu'il faut expliquer ici, c'est l'aménagement de la rareté, c'est-à-dire que l'être humain va chercher à satisfaire le maximum des ressources en tenant compte des ressources disponibles. Alors, on continue. Nous avons la troisième question. Ici, on nous demande de dégager les champs d'application de la science économique. Il faut faire attention parce que au niveau du baccalauréat l'année prochaine, vous devez avoir la conscience, c'est que la moitié de la réponse d'IELCOM est axée sur la compréhension des verbes d'évaluation. Si vous n'arrivez pas à comprendre des verbes d'évaluation, ça c'est un problème. Pourquoi? Parce que la moitié de la réponse est axée ou bien c'est basé sur la compréhension de ces verbes d'évaluation. Alors au niveau des examens, à chaque fois, vous faites l'erreur de relever. Ici, je ne vous ai pas demandé de relever, je vous ai demandé de dégager. Parce qu'au niveau du document, je vous ai donné deux situations. Je vous ai donné une situation de Yassine comme étant un agent économique qui souhaite satisfaire ses besoins, et je vous ai donné encore, dernier paragraphe, qu'il s'agit d'ailleurs d'une consommation nationale quand on parle de la consommation qui est effectuée par l'ensemble des agents économiques. À ce niveau-là, nous avons une consommation individuelle et une consommation globale. Alors, ici, si on souhaite dégager, nous avons l'effet microéconomique
et les faits macroéconomiques. Et c'est la bonne réponse, ce qu'il faut répondre, c'est que la science économique ici s'intéresse aux faits microéconomiques. Illustration, c'est le cas de Yessine, et le fait macroéconomique, illustration, c'est le cas de la consommation nationale. Alors, je vous donne 3 minutes pour faire un petit vide et on continue. Yalla. Nous sommes en train de travailler la série d'exercices que je vous ai envoyée sur le site, ainsi qu'elle est disponible au niveau du groupe sur Facebook. Alors vous pouvez la télécharger, elle est disponible maintenant. Merci. Alors, on continue. Alors pour la question numéro 4, je pense, la question numéro 3, dégager les champs d'application, nous avons bien dit que fait micro et fait macroéconomique. Alors, question numéro 4, il faut compléter l'annexe numéro 1. Alors, au niveau de l'annexe numéro 1, nous avons, regardez ici, nous avons fait microéconomique et macroéconomique. Alors, illustration. Alors, comment on peut illustrer les faits microéconomique et macroéconomique? On peut l'illustrer à travers le document. On peut donner l'exemple du document. Alors, au niveau du document, nous avons un fait qui est microéconomique. C'est le cas de la consommation de Yacine. C'est qu'il va acheter une console vidéo. Et macroéconomique, nous avons la consommation nationale qui est effectuée par l'ensemble des ménages. Alors, vous pouvez les illustrer à partir du document, comme vous pouvez donner un exemple, pas de problème. Parce que même si ici je vous ai donné, c'est à partir du document. À partir du document, c'est-à-dire qu'au niveau du document, vous avez 2 exemples. Et les exemples, il faut les remonter ici. Alors, pour les faits microéconomiques, ici c'est l'annexe. Alors, pour l'illustration, pour le fait microéconomique, il faut répondre par la consommation d'Yassine qui souhaite acheter tout simplement une console de jeux vidéo. Et macroéconomique, il s'agit de la consommation des ménages qui permet tout simplement de calculer ou bien de mesurer la dépense au niveau de la consommation finale nationale. Très bien. On a terminé l'exercice numéro 1. Pour les élèves qui viennent de nous rejoindre, vous devez attendre la fin de live pour pouvoir revenir à ce que nous avons expliqué bien avant. Alors, pour l'exercice numéro 2, c'est la typologie des biens et des services. Alors, pour la typologie des biens et des services, je vais faire quand même un petit rappel qui est très important parce que pourquoi j'insiste sur la partie qui est relative à la typologie des biens et services, le circuit économique, la production et le revenu. Parce que c'est ce que vous allez avoir comme chapitre l'année prochaine. Alors, il ne faut pas couper contact avec cette matière. C'est une matière qui est très importante. Peut-être que vous pouvez agir par degré d'urgence. Ce qui est urgent, c'est la matière du régional, mais ce qui est important encore de noter, c'est que la matière d'économie générale, l'année prochaine, ça va être coefficient 6. Donc, à ce niveau-là, c'est que vous devez vous préparer. Mendabe, il faut prendre les choses en main. S'il vous plaît, essayez de ne pas rater cette opportunité parce qu'il faut vraiment s'y investir à fond pour pouvoir assimiler les chapitres que vous allez voir l'année prochaine. Alors, c'est pour cela que j'ai décidé à chaque fois de travailler des exercices de rappel sur la base des éléments qui feront l'objet de l'année prochaine. Très bien. Alors, je vais faire un petit rappel concernant les typologies des biens et des services. Mais avant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je peux répondre immédiatement sur le live. Je vous attends. Merci. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser avant de continuer. Donc, à ce qui paraît que tout est clair jusqu'à présent. Très bien. Donc, on continue. Alors, quand on parle des typologies de biens et de services, alors il faut travailler un peu notre capacité de mémorisation parce qu'on a déjà vu ça au niveau du programme premier semestre. Alors, les types.
Alors nous avons, quand on parle des biens, alors pour les biens, nous avons dit que nous avons un bien qui est matériel et les biens qui sont immatériels. Ça, c'est en ce qui concerne les biens qui sont, nous avons deux grandes catégories de biens. Les biens libres, ouais, et les biens, regardez ici, qu'est-ce qu'un bien libre? Un bien libre, c'est un bien qui est produit par la nature c'est un bien qui est produit par la nature. Il peut être rare, comme il peut être abondant. Comment ça? Alors, quand on parle, par exemple, de l'air qu'on respire, c'est un bien qui est libre et qui est abondant. Comment ça abondant? C'est parce que on ne va pas payer pour pouvoir respirer de l'air. Par contre, quand on parle du pétrole, quand on parle du pétrole, le pétrole c'est un bien qui est produit par la nature, mais il est en même temps rare. Pourquoi il est rare? Parce qu'il existe en quantité limitée et qu'on doit le payer pour avoir du pétrole. Alors nous avons les autres types de biens qui sont produits par l'être humain. Alors quand on parle d'un produit qui est produit par, ou plutôt qui est réalisé par l'être humain, nous avons deux types. Un bien qui est matériel et un bien qui est immatériel. Un bien qui est immatériel, c'est généralement les services. Et quand on parle d'un bien qui est matériel, c'est un bien qui dispose d'une forme palpable, qu'on peut le toucher, c'est quelque chose de concret. Par contre, immatériel, c'est de l'abstrait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais on peut quand même en profiter. Par exemple, quand on voyage, on prend un ticket d'avion, avec le billet d'avion, c'est un bien, plutôt c'est un service, autrement dit, c'est un bien qui est immatériel. Un bien qui est immatériel, qu'on peut le consommer sur place, il ne peut pas être stocké. D'accord? Par contre, un bien matériel, un bien qu'on peut le toucher, corporel, disponible, qu'on peut le voir les yeux diables. Très bien. Alors, pour le bien qui est matériel, il peut être durable, comme il peut être non durable, comme il peut être semi-durable, comme il peut être marchand, ou bien non marchand, ça, un bien qui est économique. Alors, non marchand, alors nous avons durable, non durable, semi-durable, marchand, non marchand, individuel, collectif. Et collectif. Nous avons encore un bien qui est intermédiaire et un bien qui est final et un bien de production. Un bien intermédiaire, un bien de consommation finale, un bien de production, un bien qui est privé et un bien qui est public, etc. Très bien. C'est ce que nous avons en termes des typologies des biens. Alors, quand on parle d'un bien, nous avons plusieurs types de biens et je dois savoir les éléments qui intègrent toute la classification des différents types de biens. Un bien durable, c'est un bien qui peut durer dans le temps. C'est-à-dire, quand on parle d'une voiture,
peut durer dans le temps, c'est-à-dire que je peux l'utiliser, la réutiliser, etc. Un bien qui est non durable, c'est un bien qui est détruit sur place. Par exemple, quand on parle d'une pomme, une fois je vais manger la pomme, elle va être détruite. D'accord? Un bien semi-durable, c'est il dispose d'une durée de vie qui est moyenne. Par exemple, quand on parle des stylos, ils ne peuvent pas durer 10 ans ou bien 15 ans. Maximum, c'est 5 mois ou 6 mois, c'est le grand max. Un bien marchand, c'est un bien qui dispose d'un prix et que je vais le vendre sur un marché. Un bien non marchand, c'est un bien qui est distribué gratuitement ou bien quasi gratuitement. Quand on parle de la quasi-gratuité, c'est-à-dire qu'il va être présenté sur le marché à un prix qui est inférieur à 50% de son coût de production. Supposons que ce produit m'a coûté, moi, comme étant une entreprise, 100 dirhams, je vais le vendre à 50 dirhams. Quand on va vendre à un prix qui est inférieur à 50% du prix de son coût de revient, on parle d'un produit qui est quasi gratuit. Shibh majani. Alors, un bien individuel, c'est lorsque le bien est consommé par une seule personne et sa consommation va réduire la consommation pour l'autre. C'est-à-dire que quand je vais manger une pomme, nous avons une seule pomme. Quand je vais la manger, si moi je mange cette pomme, l'autre personne qui est avec moi, il ne va pas pouvoir la manger. C'est-à-dire que ma consommation va réduire la consommation pour l'autre. Par contre, un bien qui est collectif, c'est un bien, par exemple, quand on peut consommer tous à la fois. Quand on regarde, par exemple, un film au sein d'une télévision, alors quand je vais regarder le film, je ne suis pas en train de réduire la consommation pour l'autre. Quand je vais parler au téléphone, c'est-à-dire je vais utiliser le réseau, le fait que j'utilise le réseau, ça ne va pas réduire la consommation pour l'autre. C'est-à-dire que tout le monde peut utiliser le téléphone et parler, plutôt le réseau et parler en même temps. Et ici, on parle de la notion du temps. Un bien intermédiaire, c'est un bien qui est utilisé par les entreprises pour pouvoir réaliser la production de d'autres biens et services. Et généralement ici, on parle de la matière première. Alors quand on parle d'un bien de consommation finale, c'est un bien qui va être utilisé généralement par les ménages. Quand un ménage achète un ordinateur, c'est tout simplement pour un usage qui est final, qui ne va pas être servi pour utiliser la production au sein d'une entreprise. Par contre, l'entreprise, quand elle achète par exemple, une machine, c'est un bien de production qui va servir à la réalisation de d'autres biens et services. Une consommation finale, c'est une consommation qui est généralement effectuée par les ménages. C'est une consommation qui donne lieu à une destruction définitive du bien. C'est-à-dire que le ménage, lorsqu'il va utiliser un bien, c'est pour satisfaire son besoin personnel et non pas pour l'intégrer au niveau de l'entreprise. Un bien de production, quand on parle des biens d'équipement, c'est-à-dire l'achat des machines par les entreprises. Alors, un bien privé, c'est lorsqu'il est acheté par tout agent économique privé. Je fais référence aux ménages et aux entreprises ainsi qu'aux ISBL. Tout bien qui est acheté par ces trois secteurs institutionnels, on parle d'un bien qui est privé. Par contre, un bien public, c'est un bien qui est acheté par une administration publique. Ça, c'est un petit rappel qui est relatif aux différents types de biens. Et n'oubliez pas qu'un bien dispose des caractéristiques, c'est qu'il doit être disponible, il doit être encore abondant, c'est-à-dire qu'on peut pas abondant mais disponible. La disponibilité, c'est le fait qu'il doit être présent ici sur notre territoire. Alors un bien encore dispose d'une autre caractéristique qui est très importante, c'est qu'il doit satisfaire un besoin. Un bien qui n'est pas destiné à satisfaire un besoin, on ne peut pas parler d'un bien. Alors ici, c'est un petit rappel concernant les différents types de biens. Revenons à notre exercice pour pouvoir continuer le travail que nous avons commencé tout à l'heure. Je vous donne 5 minutes pour se reposer et on continue. Yeah.
continue, on enchaîne les explications. Yalla. Alors, je vous ai donné le temps pour respirer et maintenant il faut travailler. Donc, on continue. On va travailler l'exercice numéro 2. Et on avance très bien au niveau des explications. Alors, les typologies des biens et des services. Alors, vous allez prendre la série. Maintenant, nous allons travailler l'exercice numéro 2. D'accord? Alors, au niveau de cet exercice, nous allons répondre aux différentes questions que nous avons sur la série. Alors, Ahmed décide de passer les vacances chez sa grand-mère en Italie. Il demande donc à son frère de faire une réservation de billets d'avion en première classe. Alors, le montant s'élève à 12 000 dirhams au lieu de 4 000 dirhams en classe économique. C'est-à-dire que Ahmed souhaite voyager pour voir sa grand-mère en Italie, mais j'espère qu'il n'a pas rattrapé le virus. Et plutôt le fait qu'il va prendre un billet d'avion à 4 000 dirhams, il souhaite réserver un billet de 12 000 dirhams. C'est-à-dire que maintenant, c'est au-delà du besoin de voyager, mais il veut voyager dans le luxe. D'accord? Avant de prendre l'avion, Ahmed décide de faire ses courses nécessaires. Il se dirige vers Carrefour de son quartier pour acheter des produits d'hygiène. Déodorant, savon, parfum. Il pense que c'est nécessaire pour se maintenir propre et élégant. Pour ne pas s'ennuyer, en plein vol, il décide de nourrir son cerveau en plein vol et part acheter des bouquins d'économie et de culture générale. Il croit que lire un livre est essentiel pour son niveau intellectuel. Très bien. Alors ici, quand vous avez remarqué, on traite plus le côté de la nature des besoins ainsi que quelques différents types de biens. Alors, je veux faire un petit rappel en ce qui concerne la classification des besoins. Alors, vous vous rappelez au niveau du cours, nous avons dit qu'il y a plusieurs classifications. Il y a plusieurs classifications des besoins. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est une classification qui est assez connue et c'est une classification qui est standard. Je ne parle pas de celle d'Abraham Maslow. Je suis en train de traiter plus le côté qui est standard. Tous les sociologues, c'est primaire, secondaire et tertiaire. Alors, quand on parle de la classification des besoins, nous avons la classification de Abraham Maslow et nous avons la classification qui est standard, c'est primaire et secondaire ainsi que tertiaire. Très bien. Alors, pour un besoin primaire, c'est un besoin qui est élémentaire, de première nécessité. Un besoin élémentaire ou bien de première nécessité, c'est le fait de se vêtir, c'est le fait tout simplement, c'est pour satisfaire les besoins d'hygiène, le fait de prendre une douche, de se laver, le fait de se nourrir. Ces besoins, ce sont des besoins qui sont élémentaires de première nécessité et le fait de ne pas les satisfaire, on ne peut pas assurer notre survie. Nous avons les besoins qui sont secondaires, c'est plutôt pour les besoins qui sont sociaux et intellectuels. Alors le fait d'acheter un livre, le fait de faire des études, tout ce qui va nourrir notre cerveau, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui concerne le rapport social avec les individus, c'est les besoins qui sont secondaires. Par contre, les besoins tertiaires, c'est le confort et le luxe. Très bien. Alors, en ce qui concerne cette classification, on va essayer de l'utiliser pour pouvoir répondre à notre question. On va lire ce que nous avons en termes de questions. Et je pense qu'il s'agit ici de la question qui est relative à l'annexe. On va faire l'ouverture sur l'annexe. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons comme question? Ouais. C'est qu'il faut rappeler la relation qui existe entre un bien et un besoin. Alors, je vous pose la question, quelle est la relation qui existe entre un bien et un besoin? Je vous écoute. Plutôt, je vais lire les commentaires directs. Alors, très bien. Alors, la relation qui existe entre un
bien et un besoin, c'est que les biens permettent la satisfaction. Alors, les biens permettent la satisfaction des besoins. Alors, un bien permet de satisfaire des besoins et c'est la relation qui existe entre un bien et un besoin. Alors, j'ai besoin de dormir. Alors, le bien, c'est que je vais utiliser, par exemple, le lit, pour tout simplement pour dormir. Et comme ça, je vais me reposer. J'ai faim, le besoin d'avoir faim, je peux achever ce besoin à travers le fait de manger une pomme, par exemple. Alors, les biens permettent de satisfaire les besoins. Alors, la question numéro 2. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de la question numéro 2? Expliquer, non, c'est pas ça. Il faut compléter l'annexe numéro 2. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'annexe numéro 2? Il est où l'annexe numéro 2? Je suis en train de chercher. Très bien. Ouais. Alors, à partir du document, nous avons 3 types de besoins. Nous avons le besoin primaire, le besoin secondaire et un besoin qui est tertiaire. Alors, illustration, c'est-à-dire qu'à partir du document, je dois donner un exemple du besoin primaire, secondaire et tertiaire. Alors, si on lit le document que nous avons dans le premier paragraphe que Zoher, plutôt, je m'excuse, que, alors qu'est-ce que nous avons ici? Il s'appelle comment le... Ahmed, oui. Ahmed souhaite voyager en first class. Le fait qu'il voyage en first class, c'est-à-dire qu'il va acheter un billet à 12 000 dirhams au lieu de 4 000 dirhams, c'est un besoin qui est tertiaire. Alors ici, le besoin c'est quoi? C'est le fait, plutôt le voyage en classe, en première classe. Alors le besoin ici c'est voyager en première classe. Alors ça c'est le besoin. Pour le satisfaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement acheter un billet à 12 000 dirhams au lieu de 4 000 dirhams. Alors le besoin c'est de voyager en first class. Alors le bien qui va permettre de satisfaire ce besoin c'est l'achat du billet à 12 000 dirhams. Très bien. Pour le besoin secondaire, alors ici nous avons que Ahmed en plein vol il a décidé de nourrir son cerveau. Alors il a acheté des bouquins. Alors le fait de lire, le besoin de lire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'achat des bouquins. Alors le besoin ici c'est lire. Alors le bien qui permet de satisfaire le besoin c'est l'achat des bouquins. Alors et troisièmement nous avons le besoin qui est primaire. Alors pour le besoin qui est primaire, si vous avez remarqué ici que Ahmed dispose des besoins d'hygiène, alors besoin tout simplement de se laver et de se maintenir propre. Alors pour le satisfaire, alors le moyen qui permettra la satisfaction de ce besoin, c'est qu'il a acheté des parfums et du savon. Alors et comme ça, on a complété notre annexe qui fait l'objet de l'annexe numéro 2. Alors on va voir si nous avons encore d'autres questions. Dégager le champ d'application. Alors ça c'est fait. Très bien. Citez à partir de vos connaissances un bien libre, un bien marchand collectif et un bien durable individuel. Alors c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Je vous ai donné les différents types de biens et maintenant il faut donner un exemple à partir de vos connaissances. Alors quand on parle d'un bien libre, ici nous avons l'air. L'air c'est un bien qui est libre. Alors un bien marchand, c'est-à-dire qu'il peut être vendu et qu'il est collectif. C'est-à-dire quand on parle par exemple d'une voiture, c'est un bien marchand qu'on va acheter. Collectif, c'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs personnes en même temps. Et nous avons un bien durable qui est individuel. Un bien durable qui est individuel, on peut parler d'un ordinateur. C'est un bien qui va durer dans le temps et il va être utilisé par une seule personne s'il s'agit de mon ordinateur et que je vais partager avec personne. Donc, et comme ça, on a terminé l'exercice numéro 2 et on doit passer à l'annexe numéro 3. L'annexe numéro 3, c'est qu'il faut répondre par vrai ou faux et il faut justifier. Et je vous ai dit que cette forme d'exercice, vous allez la retrouver au niveau de l'examen national, Inch'Allah, que vous allez passer l'année prochaine. Pourquoi? Parce que c'est devenu une forme récurrente que vous allez trouver au niveau des examens. Mis à part le fait qu'il faut mettre vrai ou faux, il faut justifier. Sans justification, ça va être impossible d'avoir
votre note qui est complète. Alors, on va lire les situations et on doit répondre par vrai ou faux. Je vous donne le temps pour lire le tableau pour qu'on puisse faire la correction ensemble. Yeah. La confirmation, laissez une chauffe. Là, je vais voir s'il y a moyen parce que je ne suis pas connecté. Alors, 2 secondes si vous permettez. Je vais voir s'il y a des personnes qui souhaitent intégrer le groupe. Plutôt même qui doivent intégrer le groupe. Je vais ouvrir Facebook sur ma tablette. Et je vais continuer avec vous. Monsieur Kamel. D'accord, tout de suite. Tout de suite. Je vais maintenant les intégrer au niveau du groupe. Veuillez patienter s'il vous plaît. C'est en cours d'adhésion, je suis en train de faire de mon mieux. Alors, il y a 2 demandes d'adhésion. C'est qui? C'est Mriem et Kamal. Très bien, je vais les approuver tout de suite. C'est bon. Je les ai approuvés. Alors, on continue l'explication de l'art d'école parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Je pense que tout est clair. Alors, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez télécharger le document en bas de la page, plutôt en bas de la publication du live maintenant. Vous ne devez que sortir du live. Vous allez déplacer le curseur en haut pour avoir ce qui est partagé en bas. Et vous avez une série d'exercices. Nous sommes maintenant en train de travailler l'exercice, plutôt l'annexe numéro 3. C'est-à-dire que nous allons répondre vrai ou faux ici. Alors, je ne sais pas si c'est visible, mais comme ça c'est beaucoup mieux. Très bien. Vous avez déjà reçu le document. Donc on va travailler vrai ou faux maintenant ensemble. Alors, pour la première phrase, un bien libre ne peut être rare. C'est-à-dire un bien qui est produit par la nature, il se peut que tous les biens qui sont produits par la nature, ce sont des biens qui sont rares. Est-ce que c'est des biens qui sont rares ou ce n'est pas des biens qui sont rares? Autrement dit, je m'excuse. Est-ce que les biens qui sont produits par la nature peuvent être rares? C'est plutôt ça la bonne question. Alors la réponse, c'est... Ouais, je vous écoute. Plutôt, je vais lire les commentaires. D'accord? Un bien libre ne peut être rare. Un bien libre, il ne peut jamais être rare. C'est-à-dire que tout bien qui est produit par la nature va être à 100% disponible. Vrai ou faux? Alors la réponse, très bien, c'est faux. Pourquoi? Parce que un bien qui peut être produit par la nature, il peut être rare. Comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du pétrole. Le pétrole, comme l'or, c'est des produits qui sont réalisés par la nature, mais ils ne sont pas abondants. Pour pouvoir disposer de ces biens, il dispose un prix. Pour avoir de l'or, il faut payer. Pour avoir du pétrole, il faut payer. Pourquoi? Parce que la quantité est limitée. Très bien. Alors la deuxième question. Un besoin psychologique est un besoin primaire. Un besoin psychologique est un besoin primaire. Le besoin, je vous ai même donné cette question, je me rappelle très bien au niveau de l'examen. Un besoin psychologique est un besoin qui est primaire. Tout ce qui est psychologique, c'est des besoins qui sont secondaires. Alors la psychologie entre dans le cadre des besoins sociaux. Et quand on parle d'un besoin qui est social, c'est un besoin qui est secondaire. C'est faux. Alors, il faut mettre secondaire. La troisième phrase. La pyramide des besoins permet de démontrer comment satisfaire les besoins d'accomplissement en respectant l'ordre chronologique des besoins.
C'est une bonne réponse, oui. Pourquoi? Parce que pour pouvoir satisfaire le besoin d'accomplissement au haut de la pyramide, il faut passer par le besoin, par la chronologie. C'est-à-dire, il faut commencer par le besoin, ouais, les besoins élémentaires, c'est les besoins physiologiques, puis besoin de sécurité, puis besoin, ouais, je vous écoute, il y a la chose physiologique, sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Très bien. Alors, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter la chronologie des besoins. Alors, pour la dernière question, aucune critique n'est apportée à la pyramide de Maslow. Alors, est-ce que la pyramide de Maslow dispose des critiques? La réponse, certainement, elle dispose des critiques. Pourquoi? Parce que je vous ai bien dit en classe que la pyramide de Maslow, pour pouvoir la propager au niveau mondial, il faut prendre en considération la culture de chacun de nous, de chaque zone géographique. Par contre, ici, il y a des personnes que pour eux, le besoin d'estime vient avant le besoin de la sécurité. C'est-à-dire que chacun dispose sa propre classification des besoins de cette pyramide. Et comme ça, on a terminé le vrai ou faux que nous avons en termes de l'annexe numéro 3. Alors, par la suite, on a un exercice qui est très important. C'est l'exercice qui est relatif à l'équilibre emploi et ressources. Je vous invite à travailler et faire un effort et je vous donne 10 minutes avant de passer à la correction. Merci à vous. Très bien. Bien. Maintenant, il faut passer à l'exercice de l'équilibre emploi et ressources. Il faut que tout le monde travaille. Normalement, ce qui est logique, c'est que vous devez partager avec moi les réponses comme sous forme de photo ici. Alors, je vous donne 10 minutes pour travailler et on passe à la correction. On continue. Yalla, on fait la correction. Est-ce qu'on fait la correction? Le document là تماركي لتحت تهبط لتحت لا بوبليكاسيون اللي درنا غتلقى لو دوكيومون كاين لو دوكيومون تمايا في تيليشارجي سيري ديكزيرسيس كاين في لو سيت وعندكم في لو جروب il suffit juste de chercher les documents je pense سميتو série d'exercices سميتو série d'exercices là il est disponible واش بان لكم لو دوكيومون ولا ما بانش لكم الله يرضي عليكم là donnez-moi faites-moi signe si vous voulez pour qu'on puisse continuer. Vous avez trouvé le document? Utman?
Bien. Je vais effacer ça. Tu l'as trouvé? Très bien. Je cherche les marqueurs. Alors, on va lire l'exercice ensemble et on va le corriger. Alors, pour ceux qui sont en train de chercher l'exercice, alors c'est disponible au niveau du groupe sur Facebook ainsi que sur le site officiel de l'école. Très bien. Alors, nous avons au niveau du document, le circuit économique. Alors, on considère une économie fictive, fermée, composée de 4 agents économiques. Ils ont réalisé les opérations économiques présentées ci-dessous. Alors, nous avons 4 agents économiques. Comme je vous ai toujours dit, au niveau du brouillon, il faut tracer les différents comptes relatifs à chaque agent. Alors, les agents que nous avons ici, nous avons les ménages, nous avons les sociétés non financières, nous avons les sociétés financières et les administrations publiques. Très bien. Alors, on va essayer de lire le tableau et en même temps, on va compléter l'exercice. Alors, ici, les ménages, comme vous remarquez au niveau du tableau, ils ont fait une dépense de consommation de 1500 unités monétaires. Alors, il ne faut pas oublier ici de mettre ressources, emploi, ressources, emploi, ressources, emploi, ressources et emploi. Alors, ressources, c'est toute entrée de revenus. Emploi, c'est toute utilisation du revenu. Alors, les ménages ici, ils ont consommé 1500. La consommation de 1500 veut dire quoi? Veut dire que les ménages vont dépenser 1500 et qui va prendre cet argent? C'est les sociétés non financières comme étant une vente. Alors, une vente qui va être au profit des ménages de 1500 unités monétaires parce que c'est le principe de la double écriture. Alors, s'il y a une sortie d'argent ici, c'est une entrée d'argent. D'accord? Alors, deuxième cas, nous avons les impôts et taxes. Les ménages ont payé les impôts, une valeur de combien? Une valeur de 550 unités monétaires. Alors, pour les impôts, ils sont collectés par les administrations publiques. Alors, c'est impôts, ménage, c'est 550 unités monétaires. Alors, nous avons l'épargne. L'épargne, c'est une somme d'argent qui va être sortie des ménages. Alors, épargne de combien? De 250. Et qui va prendre l'épargne qui va être considérée comme un emploi des ménages? C'est les sociétés financières, c'est des banques. Alors, les banques, ils vont prendre l'épargne de ménage d'une valeur de 250. Très bien. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous ont demandé tout d'abord? Je n'ai pas encore dit l'exercice. Qu'est-ce que nous ont demandé de faire? Et vérifier, alors, de relever une opération. On va relever ça.
C'est l'équilibre. Alors, on va chercher l'équilibre de chaque agent économique, c'est-à-dire qu'on va continuer à travailler l'exercice. Très bien, et on va essayer de vérifier l'équilibre ressources-emploi. Très bien. Pour les sociétés non financières. Les sociétés non financières, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé 2500 dirhams comme étant impôts et taxes. Les sociétés non financières, c'est ça, ils ont payé 2500 comme impôts. Alors, les impôts, c'est 2500 qui va être collecté par qui? C'est toujours par les administrations publiques. Alors, impôts des sociétés non financières, c'est 2500. Alors, nous avons les cotisations sociales. Alors, les cotisations sociales, c'est une charge sociale qui va être payée par les sociétés non financières. C'est une cotisation sociale de combien? De 250. Et les 250 sont considérés comme étant des ressources pour les administrations publiques. Alors, et nous avons le paiement des salaires de 1000 dirhams. Les sociétés non financières ont payé 1000 dirhams comme étant salaire. Alors, le salaire va être tout simplement déboursé au profit des ménages. Alors, salaire de 1000 dirhams. Donc, je suis juste en train de faire des exercices. Alors, nous avons les sociétés financières qui ont accordé des crédits aux entreprises de combien? De 250. Alors, les sociétés non financières vont prendre un crédit, c'est une rentrée d'argent, de 250 et ça va nous donner ici une sortie d'argent pour les sociétés financières de 250 sous forme de crédit au profit des sociétés non financières. Très bien. Et dernièrement, nous avons les administrations publiques qui ont dépensé 2000 dirhams pour consommer. Alors, dépenser, c'est consommation de 2000 dirhams. Les 2000 dirhams, tout simplement, c'est de l'argent qui va entrer à la caisse de l'entreprise parce que c'est la vente de l'entreprise qui a permis à cette entreprise d'encaisser les 2000 dirhams. Alors, ici, c'est la vente au profit des administrations publiques, c'est 2000 dirhams. Nous avons dernièrement les prestations sociales, les prestations sociales, c'est des services qui sont alloués par l'État. Alors, c'est 1500. Prestations sociales, c'est 1500. Et les prestations sociales, ce sont des prestations au profit des ménages. Alors, c'est prestations sociales, c'est 1500 dirhams. Et on va vérifier l'équilibre, ressources, emploi de chaque agent économique. Je vous invite à faire ce travail chez vous. Si vous avez des questions, posez-les avant de passer au circuit économique. Très bien. Alors, je vous donne 5 minutes pour pouvoir vérifier et on passe à la correction. Alors, on va faire les vérifications. Alors, ce qui est clair, c'est que ici, regardez, c'est 250 et 250. Très bien. Ici, c'est 2500. 1000 plus 1500, c'est du 1500. Alors, ici, regarde, faites l'effort. Travaillez. Bien, faites vite. Vérifiez, essayez de chercher est-ce qu'il y a une erreur. Alors, c'est 1500, 550, 250. Ouais. Cotisation sociale. Ouais. Ici, on a oublié les cotisations sociales. Cotisation sociale, c'est combien? On a oublié, c'est 200. Cotisation sociale, c'est 200. Et ça, c'est cotisation sociale, c'est 200. Très bien.
Bien. Essayez de vérifier l'équilibre emploi-ressources, s'il vous plaît. Alors, 1500 plus 550 plus 250 plus 200, ça donne 2500. Alors, pour les sociétés non financières, c'est 1500 plus 250 plus 2000, ça fait 3750. On cherche ici, c'est 2500 plus 250 plus 1000. Ça fait 3750. Alors, pour les administrations publiques, ici c'est 2500. Non, je m'excuse, c'est 3500. Et ici c'est 550 plus 2500 plus 250 plus 200. C'est 3500. Alors à ce niveau-là, on a terminé notre exercice. Et maintenant, on doit tracer le circuit économique. Bonjour Ali. Alors, donc vous devez attendre que le live se termine pour pouvoir revoir ce que nous avons fait tout à l'heure. Alors, et par la suite, je reste à votre disposition pour toute question. Alors, on doit tracer le circuit économique. Yalla. Faites un effort, s'il vous plaît. Partagez avec moi le circuit économique. Bonjour Rally. Yalla Rally, tu travailles. Très bien. Alors, on trace le circuit économique et par la suite, on termine la séance ici. Mais juste, on va terminer le live. Sinon, je reste à votre disposition pour répondre à toute question relative à ce que nous avons vu. La séance se termine normalement vers 13h, de 11h à 13h. Donc le live, une fois que je vais tracer le circuit économique, je vais arrêter le live et par la suite je serai à votre disposition jusqu'à 13h pour toute question dans ce sens. Merci à vous. Alors, regardez ici. Donc je vais essayer d'effacer ça parce qu'on va travailler que par les emplois. Très bien. Voilà. On va tracer le circuit économique. Alors, ménage, administration publique, société financière et société non financière. On commence par les ménages. Alors, les ménages, ils ont dépensé en termes de consommation de 1500. Alors, 1500 dirhams, c'est une consommation. Consommation 1500 dirhams. Alors, puis ils ont payé 550 dirhams d'impôts. Alors, les impôts, c'est 550. Puis, ils ont épargné 250. Alors, épargne 250. Puis, ils ont déboursé la cotisation sociale aux administrations publiques. Cotisation sociale, c'est 200 et on a terminé l'un des ménages. On passe maintenant aux sociétés financières. Les sociétés financières ont donné un crédit de 250. Crédit 250, c'est tout ce que nous avons ici. Alors, pour les sociétés non financières, ils ont payé 2500 dirhams des impôts. Alors, impôts, c'est combien? 2500, on travaille que par les emplois. Ils ont payé 250 dirhams de cotisation sociale. Cotisation sociale 250. Puis, ils ont payé les salaires. Alors, salaire de combien? C'est 1000 dirhams. Et c'est tout. Alors, on passe maintenant aux administrations publiques. Les administrations publiques, ils ont consommé 2000 dirhams. Alors, consommation 2000 dirhams, comme société non financière. Et ils ont payé des prestations sociales aux ménages de 1500 unités monétaires. Et comme ça, on a terminé notre exercice. C'est très simple. Alors, je vous invite à poser toute question au niveau de ce que nous avons vu aujourd'hui. Je suis prêt à vous répondre au niveau du commentaire. Et
Par la suite, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain, même heure, c'est à partir, non plutôt c'est à partir de 9 heures du matin. Alors pour le vendredi, c'est 9 heures du matin et on va continuer notre série d'exercices. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. C'était votre professeur Amin Salah. Et n'oubliez pas, c'est qu'il faut travailler. Vous n'êtes pas en période de vacances. Je suis à votre entière disposition pour toute question dans ce sens. Et je vous remercie encore une deuxième fois. Merci à vous. Alors, Mariam, le document, il est en bas. Tu n'as qu'à descendre pour le voir. C'est en dehors du live. Merci à vous. Donc, je reste disponible. Si vous avez des questions, je vais répondre au niveau des commentaires.